Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bref le Monde. Et oui, comme d'habitude, Denise Mukendi vous amène sur d'autres cieux. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le beau décor que vous pouvez apercevoir derrière moi sur la cathédrale du centenaire où est commémoré les activités sur le 17e anniversaire de la libération de la République démocratique du Congo par l'AFDEL et aussi la journée des FARDC. Suivez ce reportage. Juste après, suivez le reportage sur la venue des experts de la Banque mondiale, fruit du voyage récent de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires frontières, le professeur Robert Mwingabila. Suivez. Ce 10e anniversaire de la longue marche de Musée est placé sous la trilogie Révolution, pardon, Réconciliation sincère et cohésion nationale. Révolution, pardon, parce que dans son amour incommensurable pour sa patrie, le Congo, Musée Laurent Désiré Kabila a su transcender des récriminations pourtant légitimes vu l'ampleur du désastre, pour ne penser qu'à la nécessaire synergie qui devait être privilégiée pour reconstruire le pays sous l'exclusion. Réconciliation sincère, parce qu'au-delà de ce qui peut sembler nous diviser, il est temps de mettre en exergue nos dénominateurs communs, c'est-à-dire notre appartenance sans distinction à une même nation, un même État, un même pays auquel nous tenons tous. Cohésion nationale, parce qu'elle constitue le seul creuset capable de fédérer nos forces autour des idéaux communs et de favoriser l'émergence des vertus primordiales pour notre existence en tant que peuple souverain, notamment la paix, la tolérance, la considération, l'excellence, l'amour et le rapprochement entre communautés. Comme l'a si bien souligné le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours de clôture des concertations nationales devant le Congrès, je cite, « Il n'existe pas d'alternative à l'unité de notre nation. Nous avons le devoir de rendre à notre pays ses lettres de noblesse, de lui redonner sa voix et son poids dans le concert des nations, compte tenu de ses nombreuses potentialités. Pour changer le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes changer dans notre manière de vivre ensemble. » Mesdames et messieurs, une lecture attentive de l'histoire politique de notre pays révèle une constante. De Kimpavita Simba à Musée Laurent Désiré Kabila, en passant par Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba et Joseph Désiré Mobutu, pour ne citer que cela,
tous nos héros et nos dirigeants se sont toujours battus pour magnifier le Congo et le remettre sur le piédestal qui lui revient de droit, à savoir celui d'un pays fort et prospère. Ainsi, en cette date commémorative du 17 mai 2014, la meilleure façon de rendre hommage à nos héros est de capitaliser les différentes valeurs qui ont fondé leur combat. Le courage héroïque et l'appel à l'éveil de notre conscience collective de Lumumba, le modèle de probité incarné par Kasavubu, l'idéal de l'authenticité prôné par Mobutu, la lutte constante pour l'avènement de la démocratie défendue par Tshisekedi, le combat pour l'autoprise en charge, la libération du peuple congolais, ainsi que la transformation quantitative et qualitative de notre société, initiée par Mzee Laurent Désiré Kabila et poursuivie par son compagnon Joseph Kabila Kabange. De bons souvenirs, je crois qu'il ne faut plus faire la marche en arrière. Hein. On a bien résumé à l'église, chaque président a apporté sa contribution pour notre pays. Je crois que la sommation de toutes ces contributions, cette sommation a fait que l'actuel président de la République soit bien inspiré pour la révolution de la modernité. Donc, spécialement pour Mzee, c'est le soldat du peuple, comme l'a voulu bien sûr lui-même le dire. Ouais. C'est un motif de fierté pour tout Congolais. Moi, je crois que c'est un modèle à suivre pour les jeunesses, pour les générations futures. Le 17 mai, c'est le jour où Mzee Laurent Désiré Kabila a préparé les conditions pour la restauration de la République. Je ne cesse de rappeler que la République a pris le chemin de l'exil le 2 septembre 1960, parce que c'est ce jour-là qu'on a interrompu la République de notre pays après l'installation d'un gouvernement démocratiquement élu, c'est le gouvernement de Patrice Emery Lumumba. Et c'est pour se révolter contre ce renversement de la République que le Mzee Laurent Désiré Kabila a pris le chemin de l'exil pour mener le combat de 30 ans qui lui a permis de restaurer la République à travers le 17 mai 1997, le jour où Mzee a réussi, où tout le monde a échoué. On ne nie pas le combat mené par ceux qui ont bravé la dictature à l'intérieur du pays, qui ont même abouti à la conférence nationale souveraine. Mais sans le coup de main apporté par Mzee Laurent Désiré Kabila, je crois que la dictature de Mobutu allait continuer. Donc ce jour-ci, il faut avoir un mot, une pensée à celui qui a été le fer de lance de la restauration de la République dans notre pays, qui a finalement été consacré par Joseph Kabila, par l'adoption de la Constitution de 2006, qui est le texte de base sur lequel nous nous fondons aujourd'hui pour perpétuer la République dans notre pays. Donc c'est un jour mémorable pour le peuple congolais, à l'endroit d'un patriote qui a consacré toute sa vie pour la dignité du peuple congolais. Donc comparer Mzee à son fils, je dois avouer que nous avons eu une chance extraordinaire d'avoir Joseph Kabila comme président de la République. Pourquoi? C'est parce que n'eût été la présence du président Joseph Kabila aujourd'hui, on ne pouvait plus parler d'idéologie de Mzee. C'est parce que Joseph suit des semaines l'idéologie de Mzee, parce que nous avons mené cette lutte pour introduire la démocratie au sein de notre pays. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous n'allez pas me contredire qu'il n'y a pas la démocratie. Pour la toute première fois, Joseph Kabila a donné l'occasion, en respectant son premier discours de l'investiture, pour ramener
la démocratie dans son pays. Nous avons pu voter, nous avons les institutions républicaines aujourd'hui. La modernité, vous-même, vous êtes, pour ne pas dire l'acteur principal qui est en train de véhiculer son message. Mais vous voyez comment la vie de Kinshasa est métamorphosée. Partout ailleurs, là où vous allez, vous nous accompagnez souvent avec le chef de l'État, à l'intérieur du pays. Vous voyez comment les choses sont en train de changer. Et ça, c'est pendant la guerre. Et je dois vous avouer également, si nous avons terminé, nous avons récupéré l'intégrité territoriale de notre pays, c'est parce que grâce à la force, grâce à la volonté du chef de l'État, en respectant l'idéologie de son peuple. On ne peut pas parler de la cohésion nationale dans l'exclusion. Et c'est ce que Mouzé a fait, Mouzé a compris, et c'est ce que Mouzé nous a laissé comme ligne de conduite. Lorsque Mouzé arrive, il ne passe pas tous ceux qui étaient animateurs du régime de la Deuxième République à la guillotine. Il les libère et il leur demande de s'amender pour qu'eux aussi s'impliquent dans la voie de la reconstruction de notre pays. Et donc aujourd'hui, c'est la cadre effectivement avec la cohésion nationale prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. De la CONAREF. Un déplacement pour Kinshasa afin d'évaluer sur place les questions essentielles de cette réforme. De cette réforme foncière, la contribution qui peut être celui qui s'est... Le processus de la réforme foncière, la réponse de l'État, la réponse du gouvernement, au constat que, puisqu'il a des incidences sur la sécurité de l'État, il a des incidences sur l'économie même du pays, le développement économique du pays, étant donné la complexité du problème et les multiples facettes qu'il pouvait contenir dans un contexte de dualisme juridique, où d'une part, le droit règle un certain type de forme d'accès à la terre, tandis qu'un autre type de droit foncier est réglé par la coutume. Le gouvernement a pris l'option de ne pas faire écrire une loi ou bien une politique foncière par un groupe d'experts qui serait mis à contribution pour produire un document qu'on allait soumettre dans un processus d'approbation. Mais il a pris l'option plutôt de laisser les parties prenantes elles-mêmes écrire cette nouvelle loi foncière et une politique foncière nationale à travers un processus participatif, un processus consultatif et un certain nombre qui serait éclairé par un certain nombre d'études, d'experts et de personnes ressources. Donc il a pris une approche qui va mettre en contribution non seulement les parties prenantes dont on va entendre la voix, qui vont avoir l'occasion de s'exprimer, de présenter leurs préoccupations quant à l'accès à la sécurisation foncière, les récentes évolutions qui sont prescrites par un certain nombre de textes internationaux, des accords auxquels le pays a souscrit, et aussi les spécificités qui relèvent des nouvelles orientations internationales, des questions qui sont en train d'émerger, notamment la préservation de l'environnement, les droits des minorités, les droits des femmes, les politiques foncières à l'échelle africaine, à l'échelle sous-régionale, en matière d'accès à la terre et d'utilisation foncière à grande échelle, etc. Mais aussi d'une politique nationale foncière qui pourra être un document de référence sur la façon dont on compte gérer l'espace national. Et enfin, pourra mettre en place une administration foncière moderne et à mesure de mettre en application la loi et ses mesures d'application telles qu'on les aura développées tout au long du processus. D'abord, nous voulions reconnaître le leadership de M. le ministre qui nous a permis de nous rendre compte de son engagement sur un sujet aussi important que le sujet foncier ici en RDC. Et donc nous avons donné notre
accompagnement. Et donc la manifestation de cet accompagnement, c'est l'arrivée de notre équipe. Nous allons travailler. C'est un processus qui va être long. Il ne s'agit pas d'argent pour commencer, il s'agit de bien comprendre les problèmes et puis ensuite de définir un certain nombre une feuille de route qui va nous permettre de faire la différence ici en RDC. On ne va pas régler le développement de ce pays si on ne règle pas la question foncière. C'est une question qui est difficile, il y a beaucoup d'intérêts en jeu et donc il faut l'aborder de manière participative. Et Monsieur le ministre a mis en place un processus qui permet d'y arriver et donc la Banque mondiale considère que ce processus est un bon processus et nous allons y travailler et nous sommes confiants que d'ici quelques temps, nous pourrions avoir un certain nombre de résultats sur le terrain. La réforme foncière, c'est une priorité de l'action gouvernementale qui nous a été prescrite par son Excellence, Monsieur le Président de la République. N'est-ce pas? Depuis son discours d'investiture, il a élevé la réforme foncière au niveau de priorité du programme du gouvernement pour ce quinquennat. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire votre collègue, le foncier aujourd'hui est le secteur qui crée le plus de problèmes et qui cause le plus de conflits, n'est-ce pas? Et donc nous devons d'abord savoir pourquoi ces conflits, comment ils se présentent, à quel niveau, et réfléchir sur les solutions pour éradiquer les conflits. Deuxièmement, ces conflits entraînent très souvent une insécurité en ce qui concerne le droit et les titres de propriété. Donc nous avons également à réfléchir sur comment arriver à sécuriser les droits et les titres de propriété, aussi bien des individus que des personnes morales, aussi bien des personnes morales privées que publiques, n'est-ce pas? Et enfin, comme partout ailleurs, le foncier doit être un secteur vecteur du développement socio-économique. Et donc, nous devons également réfléchir sur comment faciliter notamment l'exploitation de la terre et des ressources naturelles, n'est-ce pas, sur la terre ou dans la terre, de manière à ce que nous puissions permettre effectivement que le foncier pris en général, c'est-à-dire la terre et tout ce qu'elle comporte, en dedans comme en surface, puisse effectivement être le socle pour la croissance et le développement économique de notre pays. Nous avons également souligné le fait que quelle que soit la qualité de réformes que nous allons entreprendre, de résultats auxquels nous allons aboutir, si nous n'arrivons pas à amener également notre administration foncière au niveau de ces résultats et de ces réformes, si nous la laissons dans sa situation actuelle, il est évident que nous ne pourrons aller nulle part, nous ne pourrons pas avoir des résultats importants sur le terrain, n'est-ce pas, parce que l'administration foncière ne sera pas en mesure de pouvoir suivre le rythme de la révolution de la modernité que nous sommes en train d'intégrer maintenant dans la gouvernance foncière. Et donc nous avons également comme priorité le renforcement des capacités et la modernisation de l'administration foncière. Qu'est-ce que la presse peut retenir de ces échanges? Sur ce premier échange, du côté de la Banque mondiale, on est frappé par la qualité du processus qui a été engagé par le ministère des Affaires foncières pour essayer de raisonner un changement de politique publique sur le foncier, en essayant d'intégrer toutes les parties et tous les acteurs de la société congolaise. Et on pense que c'est une toute première étape, qui engage la voie pour une réforme construite de manière participative et inclusive avec l'ensemble de la vie économique et sociale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, nous vous disons merci pour nous avoir rendu visite ce jour, pour l'opportunité
que le ministre a eu à pouvoir rencontrer la Banque mondiale à Washington. Et nous sommes en train de penser que la voie est là. Le fait que vous êtes venus, pour nous, que vous êtes venus souvent peut-être pour d'autres, mais le fait que vous êtes venus pour nous, c'est une chance et une opportunité pour le ministère des Affaires foncières qui, pour la première fois, entre dans le monde de la coopération. Merci. Moi, je vous donne ça. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, tout d'abord un grand merci. Je suis en train de passer mes premières heures à Kinshasa. Je découvre avec beaucoup de plaisir cette grande ville africaine, ce grand pays, pour lequel effectivement votre ministre est venu il y a quelques mois à Washington pour faire un plaidoyer et de demander le soutien de la Banque mondiale dans son secteur. Donc cette mission est la toute première étape d'une série de rencontres qui resteront à organiser par la suite pour essayer d'identifier en quoi la Banque mondiale pourrait apporter une contribution utile au secteur foncier congolais. Et encore une fois, je vous remercie pour la qualité et la chaleur de votre accueil, tant au niveau de votre ministre tout à l'heure qu'aujourd'hui au niveau du secrétaire général. Merci beaucoup. Ici, nous conservons les archives de toute la République démocratique du Congo. Le classement est en termes de polio. La loi oblige à chaque conservateur, pour chaque copie de certificat établi, d'envoyer au conservateur en chef mensuellement chaque copie établie sur tout le territoire. Un duplicata, le tout dernier, puisqu'il y a un duplicata qui reste dans chaque circonscription foncière. Le dernier duplicata qui est centralisé. Il y en a 4 copies. Il y a une copie, l'original qui est remis au concessionnaire, le duplicata qui est au classement au niveau de la conservation. C'est les archives nationales, c'est pour la République, toute la République. C'est pourquoi tous les certificats envoyés par chacune des provinces, il y a des indices. Donc ici, vous allez trouver dans chacune des provinces, il y a des copies envoyées. Et puis ici, dans ces archives, nous continuons à garder même les archives depuis l'époque coloniale. Donc nous avons les premiers certificats établis en 1800. Nous en avons ici. Ce que vous verrez ici va un peu vous donner l'idée de toutes les circonscriptions, du moins la façon dont on travaille, le matériel didactique, les archives et autres. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans la circonscription foncière de la Lubunga qui, elle, gère 6 communes. Et les 6 communes-là, c'est quasiment les 6 communes pilotes de la ville-province de Kinshasa. L'effort que ne cesse de faire le chef de l'État, le ministre des Affaires foncières Robert Mouinga, pour arriver à diminuer sensiblement les conflits fonciers. Beaucoup de monde qui se mobilise, donc c'est très flatteur pour nous, merci beaucoup. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau du terrain, avec ceux d'entre vous qui sont en contact avec les usagers. Je suis donc très pressé de tout de suite découvrir comment fonctionne votre service, quels sont les soucis auxquels vous devez faire face régulièrement, qu'on puisse en discuter. Donc pourquoi pas tout de suite. Voilà. Quand un assujetti arrive, il adresse le courrier au conservateur, qui est ici, dans mon secrétariat. Et le secrétariat va préparer le signataire de courrier qui sera soumis à mon traitement. Ça, c'est un local de mon secrétariat. Le secrétariat, chacun avec ses attributions. C'est votre bureau? C'est mon bureau. En fait, tout est centralisé vers ici. Les courriers, quand la CGT fait la demande d'un certificat, d'un contrat de location ou d'un service,
il est adressé directement aux conservateurs. La circonscription foncière de la Lukunga est composée en 2 divisions. Il y a les titres immobiliers et la division du cadastre. Le cadastre a pour rôle de gérer les fonctionnements des géomètres et tout autre technicien. Et l'aspect juridique est traité au niveau du conservateur. Donc, que de l'autre côté, là où vous verrez le bâtiment en construction, ce sont les œuvres du ministre Mbouinga, Robert Mbouinga, et qui a voulu vraiment que l'école ait vraiment ses propres locaux. Et c'est ainsi que peut-être qu'il faut appel à la coopération, tout ça, pour que l'école trouve quand même ce standing. C'est-à-dire les équipements, les livres, tout ce qu'il faut, les matériels. C'est tellement justifié. Oui, oui, c'est ça. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe du ministère des Affaires foncières, parce qu'en peu de temps, on a pu avoir le panorama de ce qui se passe dans le secteur foncier à Kinshasa, tout au moins. La première impression, c'est, je crois que personne ne se leurre sur ce sujet, c'est quand même des difficultés au quotidien pour les gens qui travaillent dans ces services, avec des moyens extrêmement réduits, et forcément cela impacte sur la qualité du service public, sur la qualité des documents qui sont archivés. On a pu voir des salles d'archivage qui sont vraiment dans un état difficile. Et ça montre en tout cas que peut-être avec peu de choses, il y a des marges de progrès qui seront assez faciles à atteindre. En tout cas pour nous, c'était une manière d'avoir une première photographie de la situation. On n'a pas la prétention d'avoir compris tout ce qui se passe, on n'a pas la prétention d'avoir saisi l'essentiel et l'ensemble de ces questions. Donc c'est sans doute une première marche, une première étape qui va nous inciter à revenir, à poursuivre le dialogue avec les autorités congolaises en charge du foncier, pour voir ensemble quelles sont les grandes priorités, pour comprendre ce qui se passe. Donc pour l'instant, la banque n'a pas, dans les prochains jours, dans les prochains mois, l'intention d'apporter un appui immédiat, mais ce qu'on peut faire, c'est de poursuivre le dialogue dans les mois à venir, dans l'année qui vient,
pour voir ensuite ce qui serait possible de faire. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Retrouvez cette émission sur www.denismukendi.com pour le net. Et aussi sur www.oneovision.com. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Je remercie aussi mon caméraman d'un jour, mon confrère de Horizon 33, Didier Mbongomingi. Je vous dis au revoir et bonne commémoration de la fête du 17 mai. Ibabita